Reframing Podcast, c'est un podcast qui est là pour faire sensibilisation et éducation sur santé mentale dans un langage qui est facile pour comprendre. Reframing Podcast peut être pour moun k'ap koute yo plusieurs sujets qui pourraient aider yo réfléchir sur une situation négative ou sinon difficile dans une autre perspective ou soit dans une façon qui est plus positive, ça qui ka aider yo faire penser négatif tourner opportunité pour changement à croissance. Reframing Podcast, un espace pour sensibilisation et éducation sur santé mentale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Reframing Podcast. Mon nom c'est Dr. Jeff Kadichon. Notre invité aujourd'hui, D. de Cabal, auteur de Ma honte, autobiographie d'un enfant violé, né en 1974 à Paris. D. de Cabal est rappeur, auteur et metteur en scène de théâtre. Il a créé en 2015 le laboratoire de déconstruction et redéfinition du masculin par l'art et le sensible, groupe de parole masculin non mixte apportant un éclairage inédit sur l'intimité des hommes. C'est dans le mouvement de ce travail que s'inscrit Ma honte, autobiographie d'un enfant violé. J'ai le livre en main, 4e de couverture. D nous dit ceci. De 6 à 24 ans, je n'ai pas eu la moindre idée des agressions que mon corps et mon cerveau avaient eu à gérer. 18 ans en circulation, à essayer de mettre sa vie à l'endroit, à développer des formes de relations amicales, intimes, à entrer dans la sexualité sans savoir que ce qui m'avait construit intimement était grave, très grave. Combien sommes-nous à avoir traversé une partie de notre vie sans avoir conscience d'être complètement abîmés à des endroits vitaux? D. de Cabal nous invite à suivre le tracé d'une enfance lardée de violence en quête de reconstruction après un viol incestueux. Il partage l'énergie vitale qui l'anime, interrogeant au passage les mécanismes de fabrication de sa masculinité et de nombreuses injonctions prégnantes dans nos sexualités. D, mon ami, mon frère, bonjour encore et bienvenue dans Reframing Podcast. Bonjour Jeff et merci pour l'invitation. Et je suis vraiment content qu'on puisse se parler à nouveau, parce qu'on se parle souvent, mine de rien. Oui, en effet. Et c'est vrai qu'on se parle souvent, et donc c'est un plaisir. Et puis là, il y a les caméras, donc j'espère que les gens vont pouvoir en profiter. Écoute, ce livre est extraordinaire, félicitations déjà. Mais Merci à toi. voilà, je t'en prie. Mais tu commences le livre parce que tu appelles une observation de départ sur le consentement. Tu nous dis ceci, celui qui est convaincu que 100% de ses partenaires sexuels ont été consentantes, que dit-il réellement? Il nous dit qu'en réalité, il ne connaît rien du consentement. Comment tu expliques ceci? Écoute, je vais parler des gens de ma génération et peut-être ceux de celle d'après, mais pour les gens de ma génération, si on se plonge dans nos souvenirs et qu'on essaie de se rappeler à quel moment on nous a expliqué le consentement, et pas seulement le consentement dans l'intimité, hein, mais dans l'absolu en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose et parfois qu'il n'y a rien du tout en fait, que c'est pas quelque chose qui se transmet. Et donc chacune de nous doit avancer avec cette idée qu'il va comprendre très tard. Je dis très tard parce qu'on ne nous l'apprend pas assez tôt. Cette idée que le consentement est quelque chose d'important et de central dans la vie de quelqu'un, d'un individu, d'un être humain. Et de fait, quand on se retrouve avec ce désert de pensée, de réflexion, de fabrication d'une intimité qui se joue et qui se vit autour du consentement, on est complètement démuni face à cette question. C'est-à-dire qu'on peut la comprendre théoriquement, on peut la comprendre dans les mots, mais on peut totalement passer à côté en termes, j'ai envie de dire, organiques et psychologiques et charnels. Et donc, ça crée des distorsions que je trouve très graves.
Donc Mhm. aujourd'hui, quelqu'un qui serait en âge d'avoir des relations sexuelles depuis quelques années, qui dirait toutes mes partenaires ont été consentantes, j'en suis convaincu, ben, ça veut dire pour moi que cette personne-là ne prend pas la mesure de la complexité de cette question. Mais merci pour cet éclairage. Merci pour cet éclairage. Je pense que sur cette question précisément, on aurait pu passer une heure à en parler parce on en a déjà à parler, je le rappelle, puisqu'on s'est rencontrés lors d'un atelier sur la déconstruction. Et ça, c'était important, organisé par la Focale en Haïti. Malheureusement, tu étais à distance. J'aurais bien aimé que tu sois présent au pays, comme ça, je t'aurais fait visiter. Euh, mais là, c'est important de poser la question du consentement aussi par rapport aux hommes et aussi de toucher la plaie du doigt. Et parce qu'il y a beaucoup de clichés autour de ça. Il y a beaucoup de choses peut-être à, qui nécessite du reframing parce que ce qu'on appelle dans mon jargon de la restructuration cognitive ou encore euh, une forme de désapprentissage pour faire un réapprentissage. Mais maintenant, s'il y a un message clé à garder, puisqu'on va entrer dans le livre, par rapport à la notion du consentement et surtout euh, chez les hommes, ça serait quoi? Il y aurait deux choses qui va nous permettre de préciser ce qu'on disait juste avant, c'est dire que la question du consentement est vaste, c'est que le truc à retenir, c'est que l'absence de non n'est pas un oui. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que nous, on a essayé de nous faire comprendre le consentement par un non, c'est un non. Un non, c'est un non, c'est le minimum. Mais on oublie et on a laissé sous les radars tout ce qui n'était pas l'expression verbale non. Donc la première chose à dire, c'est l'absence de non n'est pas un oui. Et ce Mhm. qu'on dit aujourd'hui de manière plus précise, et j'aime bien cette formule, c'est seul un oui est un oui. Voilà, ça c'est Oui. clair. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, plus à l'endroit de nous, toi et moi et d'autres qui sommes construits dans un monde qui, est, qui finalement fait la part belle au masculin, donc nous qui sommes des hommes, nous devons aussi trouver des manières fonctionnelles d'interroger notre propre consentement, de comprendre comment ça fonctionne, de sorte que cela puisse nous aider dans des situations à comprendre comment lire l'expression d'un consentement pas clair, c'est-à-dire un consentement qui n'est Mhm. pas clair doit être pris comme un non-consentement, et donc c'est quelque chose qu'on doit faire pour nous en fait, en premier lieu. C'est-à-dire que je dis souvent comment on peut demander à des individus d'identifier une notion qu'ils ne voient, qu'ils ne sentent même pas, qu'ils ne vivent même pas. Du coup, Ouais. on reste dans le partiel, on reste dans le concept. Donc effectivement, dans le cadre de ce concept, se dire il ou elle ne m'a pas dit non, donc pas de problème, c'est prendre un raccourci dangereux, Oui. parce que soi-même, on ne connaît pas comment ça fonctionne. Donc l'exercice le plus difficile, parce que c'est un exercice difficile, quand on ne l'a jamais fait, c'est de parvenir à trouver les outils pour interroger son propre consentement. Et c'est cette question-là qui m'a poussé à faire des formations, à travailler sur cette question-là d'une manière globale et plus précisément pour accompagner les hommes sur cette relation à eux-mêmes. Oui, oui. Là, on parle des groupes non mixtes que tu as réalisés. Donc, les Non, groupes. ça c'était au début et depuis un an maintenant, on fait des formations professionnelles sur la question de l'égalité de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et on Ça, je l'ai vu part sur ta du page consentement. LinkedIn que j'invite les gens à Oui, aller c'est ça. visiter. Ouais. Oui. Dans le livre, à la page 7, tu nous dis, euh, avant de réellement commencer, l'adulte que je suis aujourd'hui doit faire la paix avec l'adulte que je n'étais pas encore au moment où, enfant, j'avais justement besoin d'être protégé par un adulte. Est-ce qu'on peut dire que le livre, c'est un livre qui a aussi une portée thérapeutique, c'est-à-dire ce récit narratif euh, semble avoir également une dimension psychothérapeutique importante. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, on peut le dire sans sourciller que ça a une portée thérapeutique. Et c'est un livre qui raconte et qui analyse. Et pour moi, c'est très important de parvenir à analyser ce qui nous arrive pour comprendre comment on est fabriqué et comment on évolue dans ces sociétés qu'est la nôtre, dans ces sociétés Mhm. qu'on partage avec d'autres.
Donc oui, moi, dans mon travail artistique, depuis maintenant plus de 30 ans, je crois que je n'ai jamais nié qu'il y avait une part de thérapie dans ma façon d'apprendre les choses et dans ma façon de les délivrer. Et aussi, ça peut marcher ensemble. Et une fois qu'on fabrique ça, Ouais. pour déconstruire ce mécanisme-là, bonjour. Et quand on a un garçon, on ajoute quelque chose. On ajoute ça au fait que la société dit, effectivement, je le dis dans le livre, il ne Mhm. pense qu'à ça. Ouais. Et c'est ce que je dis à la fin. J'essaie de comprendre c'est quoi ce ça. Et moi, dans mon livre, ce que j'annonce, c'est que ça, c'est ma honte. Elle Ouais. vient de là, cette honte. En fait, on ne peut pas parler de ça, c'est trop compliqué. Je vais être à l'endroit où on m'attend, mais c'est un peu plus compliqué. Mhm. Donc, Et c'est ça aussi, si, pour apporter une précision, même sur le plan psychanalytique, ça a une grande portée parce que ça, c'est dans l'approche de Freud, le ça, le moi, le surmoi. Dans le ça, il va y avoir toutes les pulsions. euh, il n'y a pas de, euh, il y a pas de jugement. Donc, et même là encore, c'est une dimension qui pose question, qui pose question. Et c'est pour cela que quand tu viens de dire que le ça pour toi c'est ta honte et moi le psychologue que je suis avec bien sûr l'influence psychanalytique, l'influence psychodynamique, ça résonne et je comprends, je comprends. alors, bon, le modeste artiste que je suis ne veut pas faire affront au docteur que tu es. Mais voilà, moi, Freud, de ma place, j'ai mes réserves. Et notamment sur la question, je trouve ça intéressant, cette question de la pulsion, comment elle est quelque part, comment elle est pratique. Parce Mhm. que pour le commun des mortels, la pulsion, c'est ce qui vient de l'extérieur de moi que je ne peux pas contrôler. Et pour moi, j'ai envie de dire, pour simplifier au maximum, c'est plutôt la part de moi que je n'ai pas encore identifiée qui agit. Ce qu'on disait sur comment l'être se scinde en deux au moment de la dissociation. Et pour moi, ce qu'on appellerait, en tout cas dans le langage populaire, ce qu'on identifie comme étant la pulsion, quelque chose sur lequel j'ai aucune maîtrise et qui vient de l'extérieur, serait plutôt un cheminement de son interne qu'on n'a pas encore identifié. Mais peut-être qu'on fera un épisode plus long là-dessus avec différentes personnes. Mais voilà, je voulais juste Écoute, préciser ça de mon point de vue à la moi. pensée est faite pour évoluer et donc je ne suis pas toujours d'accord avec Freud. Même Freud lui-même, il n'a pas été toujours d'accord avec lui. D'ailleurs, c'est pour cela que C'est clair. son approche a évolué. Il a une première topique, il a une deuxième topique. Donc, au contraire, c'est un plaisir de pouvoir co-construire ensemble la connaissance. Les gens comprendront pourquoi avec toi, c'est toujours euh, quelque chose de bien profond quand on échange et on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. Non, c'est clair. Et puis, pour moi, c'est tellement l'ossature de mon combat. Le fait de ne pas avoir eu les mots pour décrire ce que j'avais vécu et d'avoir Mhm. passé 30 ans à essayer de comprendre et d'acquérir ces mots. C'est-à-dire que moi, c'est très, très, très récemment que je dis j'ai été victime d'inceste. Le mot est Dis-nous donc, fort. la question directe, puisque tu l'évoques, qu'est-ce que tu as vécu? Alors, selon le pays dans lequel on se trouve, on peut définir le viol de différentes manières. Mhm. Alors, depuis peu, en France, on a dit que s'il n'y a pas de consentement, c'est un viol. Donc je peux dire que j'ai été violé par ma tante et au minimum agressé sexuellement par ma mère. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. Et les images ne sont jamais parties, elles ont toujours été là. Sauf que j'ai réussi à enlever le flou autour. Et Mhm. voilà, j'ai été violé par ma mère et ma tante. Il n'y a aucun doute là-dessus aujourd'hui. Et ça a été un chemin long, non pas pour recouvrer la mémoire, je dis recouvrer exprès parce que c'est comme la vue, mais pour assumer que les images que j'avais en tête étaient bien réelles. Mhm. Et on le dit souvent, les victimes de violences sexuelles parlent beaucoup de ça, du temps qu'on passe à vérifier que ce que l'on sait est bien vrai avant d'en parler aux autres, Oui. de peur de tout casser. Mais de toute façon, on casse tout. Dans une famille, on a été victime d'inceste, il faut tout casser. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. On va revenir là-dessus parce que c'est au chapitre 4 je crois. Donc, comment réparer ce qui n'est pas considéré comme cassé. Euh, Bon, je fais le saut, mais je vais revenir au chapitre 3 après. Au chapitre 4 bande de trauma, tu en parles en fait. Mais chez nous, dans le monde d'aujourd'hui, et on l'a évoqué,
c'est même, on dit qu'il ne pense qu'à ça pour évoquer éventuellement toute agression sexuelle ou encore quand un petit garçon se fait violer par une femme, par exemple. Maintenant, comment ça va être possible de commencer, d'entamer ce travail-là? Parce qu'il faut une prise de conscience. Il faut comprendre que ce qu'on a vécu, euh, ça n'est pas normal, si j'ose dire. Donc, comment réparer quelque chose qui n'est pas considéré comme cassé donc, autour de nous, dans notre société, et qui nous fait comprendre que euh, ce qui s'est passé, c'est cool. Je pense que je crois que tu évoques ça aussi dans le livre. Oui, oui, c'est que effectivement, quand tu as 9 ans, on se dit, «Oh, c'est cool, j'ai eu ma première relation sexuelle». Aujourd'hui, on sait que c'est un problème. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune père, une jeune mère d'un petit garçon de cet âge-là se comprendrait qu'il y a un problème parce que la société évolue justement et parce que, ces choses-là sont de plus en plus documentées, si on cherchait des informations sur ces thématiques-là, il y a 20 ans, on n'en avait pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et je ne suis pas le seul à en parler, Mhm. même si je pense que voilà, et c'est les retours que j'ai, que ma honte, autobiographie d'un enfant violé, fera date sur cette façon de regarder la chose et d'essayer de l'analyser. Mais ça va continuer. C'est-à-dire que je te raconte une histoire vite fait euh, sur l'histoire du consentement masculin. Avec le groupe des laboratoires qu'on avait fabriqués, où on Mhm. partageait cette question-là. Une année, on était un petit groupe de un peu moins de 10. Et en fin d'année, on s'est demandé, on essayait de compter à combien de personnes on avait parlé du consentement masculin dans l'année, lors de petites discussions que ça. Et on Mhm. arrivait à pas loin de 200 personnes. On s'est rendu compte qu'on avait nous-mêmes touché entre 150, je crois, et 200 personnes dans l'année. Et c'est des personnes qui ont parlé à d'autres personnes, c'est des personnes qui ont... C'est Ouais, comme ça que ça marche en fait. tout à Il fait. ne faut pas arrêter de mettre ces sujets sur la table, il faut continuer d'en parler, et c'est ce qui va faire que ça bouge. Et ça Ouais. bouge déjà, et heureusement. Et, l'exercice que je trouve important, autant que délicat, c'est que on doit faire cet exercice parce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes, en tant que groupe humain, la menace numéro un pour les femmes, Mhm. celles qui s'identifient comme femmes. Donc on doit, nous, travailler pour comprendre d'où vient cette menace. Et cette menace vient du fait qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et donc, en passer par l'interrogation de ses propres représentations, la façon dont on a été socialisé, dont on a été sexualisé ou pas, notre regard sur ces choses-là est Mhm. super important pour comprendre qu'est-ce qui fait que toi, moi, nous, dans le studio, ailleurs, mes voisins, on représente une menace. Oui, Et je parle en tant que groupe. Et c'est tout pas à parce fait. que j'essaye au quotidien de ne pas être une menace ou que tu essayes au quotidien de ne pas être une menace que que nous ne représentons pas une menace. Et c'est pour ça qu'on doit se mettre au travail et que c'est urgent. Ce Et ce travail est d'une grande portée, effectivement. Tu allais dire quelque chose pour terminer. oui, et puis on s'offre le luxe d'avoir 250 ans de retard sur ces questions-là. Et c'est un luxe qui Ouais. tue des femmes tous les jours. Et on ne peut plus continuer. On est obligé de mettre les mots dans le cambouis, de se mettre au travail. Il faut que ça cesse. Maintenant, au chapitre 3, mon cerveau, mon armure, mon corps, mon sexe, mon pouvoir, et c'est déjà évocateur de, de beaucoup de choses, mais tu nous dis, la musique m'a sauvé, elle m'a permis d'échapper à un quotidien violent, aride, et tu précises qu'en 2023, à la question quels sont les objets qui symbolisent ton enfance, je réponds instantanément la ceinture et les câbles électriques. Ça veut dire que euh, cette forme de violence a été aussi très présente dans ton enfance et la musique, c'est ce qui t'a sauvé. Donc, je voudrais que tu nous donnes des détails sur ces deux aspects-là. Cette enfance difficile, mis à part les agressions sexuelles, on vient de découvrir qu'il y a eu beaucoup d'agressions physiques euh, et ça laisse des traces et des traces traumatiques et il va y avoir une mémoire traumatique aussi qui va se construire autour de ça. Et si on s'en rend pas compte et pour en faire quelque chose, ça peut être compliqué. Et dis-nous en plus, et en quoi la musique t'a sauvé? Alors oui, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est le prochain chapitre que je suis en train d'écrire. C'est l'histoire de mon corps, justement. C'est-à-dire que je, je-
il y avait des traces sur mon corps et ça m'a donné des indices sur le fait qu'il se passait des choses pas normales. Et quelque part, je dois ma survie à ces traces, en fait, paradoxalement. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait ces traces, qu'il y avait des traces du passage de la violence sur moi, que j'ai pu, moi, essayer de remonter le fil et de comprendre ce qui m'arrivait. Et effectivement, c'est parce que le rap est arrivé jusqu'à moi, que j'ai eu un moyen de raconter des histoires, que j'ai commencé à aussi parler de cette violence et que je me suis jamais arrêté. Et, euh, et je te remercie de souligner parce que les gens qui parlent du livre parlent peu de cet aspect-là. Le livre est aussi une histoire de ma musique, comment elle se fabrique, comment elle me sauve et comment elle me permet de fabriquer un art qui me ressemble et qui me fait exister aux yeux du monde. Et quand on est agressé sexuellement, quand on est violé, quand on est victime d'inceste, on n'existe pas aux yeux du monde parce qu'on doit se taire. Et quand on trouve une forme pour être visible, pour être entendu, on se met à exister. Et quelle que soit cette forme qu'on choisit, ça rend le média, la formule par laquelle on passe, ça rend cette chose-là très très précieuse. Donc oui, la musique est inhérente au récit de ce livre et le son regorge, le son déborde, j'ai envie de dire, des lignes Mhm. de ce livre, parce que c'est parce qu'il y a eu la musique que je peux encore parler aujourd'hui. Ça, Pour moi, c'est clair. c'est important de comprendre comment la, la musique ou l'art en général a eu une sorte de portée salvatrice. Et là, euh, merci, l'univers. Donc, comme on dit en anglais, Complètement. you're a gift. T'as un cadeau et voilà, les gens peuvent aller te suivre et ton univers est vraiment riche. Et j'espère que tu auras l'occasion de nous gratifier de pas mal de parcelles de cet univers extraordinaire et aussi complexe en fait. Et si on lit le livre, on comprendra aussi. On comprendra aussi. Mais tu évoques aussi, en évoquant les traumatismes infantiles, l'impact que ça pourrait avoir déjà sur la vie adulte. Par exemple, au chapitre 6, tu évoques la sexualité et un jeu à l'âge adulte. Brièvement, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, comment, qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à ça? C'est-à-dire, on peut avoir tendance à se dire que, ah, c'est passé il y a des années, donc on oublie, on avance, et puis, à l'âge adulte, ça nous rattrape. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça nous rattrape et on peut encore continuer de fermer les yeux. On peut croire que c'est un épiphénomène, que c'est quelque chose qui nous a agacés, etc. Si on n'est pas outillé pour comprendre ce que notre cerveau est en train de faire. Et en fait, moi je dis souvent, une fois qu'on sait que notre existence, que notre parcours, que notre chemin, que notre voyage a été saupoudré au minimum ou envahi de violence, on ne peut pas imaginer qu'on soit un peu bagarreur, qu'on puisse se faire du mal à soi-même, qu'on puisse avoir un rapport à la violence particulier, qu'on puisse être hypersensible à la violence. On ne peut pas imaginer que ces choses-là restent à l'extérieur de notre champ intime. On ne peut pas imaginer que la violence se tient derrière la porte de notre sexualité, derrière la porte de notre intimité et qu'elle attend sagement qu'on l'autorise à y rentrer, le cas échéant. Si la violence est partout, elle est partout. Donc on doit apprendre à détecter où est-ce qu'elle se manifeste. Parce que si elle nous a croisé, la violence, dans notre vie, elle est encore Mhm. présente. Et elle fonctionne par rebond, elle fonctionne par porosité. Elle est invisible parfois, ce qui la rend encore plus difficile à détecter. Donc c'est de comprendre que la fabrication de nos intimités n'est pas à décorréler de la fabrication de nos imaginaires, de comment on a utilisé notre corps, Mhm. nous-mêmes ou les autres, à nos dépens, Mhm. comment on a pu être moqué, humilié, frappé. Tout ça, ça reste à l'intérieur. Du coup, ça me donne l'occasion de te Et relancer sur nos dis-moi, responsabilités, parce que au chapitre 10, par exemple, tu évoques nos responsabilités. Je pense que tu es déjà là-dedans en évoquant ceci. C'est-à-dire, tu es en train de nous dire, une fois identifié, ah ben, on doit affronter ce problème, on doit faire bouger les choses, il faut faire bouger les lignes. Maintenant, c'est comment? c'est ce truc, tu sais, une fois que c'est là, c'est ce qu'on dit sur l'inceste dans les familles. Mhm. L'inceste dans les familles n'arrive pas par hasard, ne tombe pas par hasard sur une génération. Quand il est là, c'est qu'il était installé depuis longtemps. Et donc on croit qu'en taisant les choses pour soi-même, on les tait pour tout le monde, mais c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement.
malheureusement. Donc, alors, on parle d'affronter les choses. Et comme je me méfie du groupe humain que nous représentons, dans le langage masculin, affronter, c'est bomber le torse, faire preuve de Mhm. discipline et y aller. Non, affronter les choses, c'est comme affronter quand on s'est trompé et reconnaître qu'on s'est trompé, reconnaître qu'on a fait de la merde le cas échéant et s'accepter suffisamment fragile pour faire machine arrière. Et en fait, affronter les choses, c'est être en phase avec sa fragilité. Il ne faut pas s'y tromper. Si vous êtes tombé sur le sol et vous êtes cassé en mille morceaux avant vos 5 ans, quelle que soit la glu qui a été utilisée pour vous recoller, vous êtes cassé, vous êtes fragile. Voilà. Et Est-ce que affronter les vous avez choses, beau c'est construire, aussi... Excuse-moi, mais est-ce que affronter les choses, pas de c'est souci. aussi écrire au procureur de la République? Par exemple, ça peut l'être. Ouais, ça C'est peut ce que être tu une as fait? forme. Non, je ne l'ai pas fait finalement. J'ai écrit cette lettre et je l'ai mise dans le livre. Et Mhm. j'étais à un moment de ma vie où j'avais mené beaucoup, beaucoup de combats et je ne savais pas si celui-là, j'étais prêt à le mener. Mhm. Mais je, j'attends que la loi sur la prescription Ouais. change. Et peut-être que si elle change enfin, quel que soit l'âge que j'aurai à ce moment-là, peut-être que j'écrirai ou que j'enverrai cette lettre qui est déjà prête. Oui, à la page 127, dans cette lettre, tu dis, Monsieur le procureur de la République, je vous écris aujourd'hui parce que je veux dénoncer les agressions physiques et sexuelles que m'a fait subir ma mère dans l'enfance. Et c'est là que je fais le lien avec cette dernière partie du livre, épilogue, dernier jour en mer, M-E accent grave, R-E, pour évoquer ta mère. Et pourquoi il était important pour toi euh, de lui parler ou de lui dire tout, D'écrire. les yeux dans les yeux. Non, je parle de ta mère, un Oui, oui. dernier jour en mer. Pourquoi une telle démarche et comment tu l'as vécu? Parce que les gens vont vous dire, oh, les gens vont te dire, mais après tout, c'est ta mère. Et voilà, il faut tout pardonner, des choses comme ça. Bah, je Qu'est-ce parle que tu peux précisément me de ça dire? dans ce chapitre. Mhm, je sais, Je, c'est pour ça que je dis je te que pose la question. si vous pardonnez à quelqu'un qui a le sentiment de n'avoir rien fait, ce n'est pas du pardon. Mhm, Moi, j'appelle ça du foutage de gueule dans mon langage à moi. Euh, donc, c'est déjà ça, c'est-à-dire que vous avez l'impression de vous reconstruire parce que vous avez accordé votre pardon, mais la personne en face est convaincue qu'elle ne vous a rien fait. Et donc, ça annule toute votre tentative de reconstruction. C'est-à-dire que vous reconstruisez avec des fondations solides sur un sol qui est boueux. Et à un moment ou l'autre, vous allez couler. Et en fait, moi, quand j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai tout fait, en fait, j'y arrivais pas. mhm, Et, euh, et la façon dont je percevais toute la situation me faisait me déprécier. Et, il fallait que je mette ma mère à distance, il fallait que je mette la personne qui m'a fait le plus de mal à distance. Et pour moi, c'était la seule façon de pouvoir continuer à avancer. Donc je l'ai fait, et je salue là mon éditeur au Diable Vauvert, qui, dans la première version du livre, il n'y avait pas ce chapitre-là, qui était écrit dans un coin de ma tête, parce que c'est un mhm. moment important de ma vie, mais on m'a dit, ah, peut-être qu'il manque, il manque quelque chose sur cette dame. Et je fais, ah oui, oui, donnez-moi 48 heures, je sais exactement ce que je vais dire, l'histoire est très claire dans ma tête, et donc cette histoire que j'avais envie de raconter était déjà prête, donc je l'ai racontée. Et le moment à vivre était fabuleux, hein. Quand je dis fabuleux, c'est que on a, c'est aussi ça, affronter les choses. On a rarement accès Mhm. à ce qui est en train de vous détruire à petit feu sans que vous ne vous en rendiez compte, en fait. C'est-à-dire que Ouais. tout ce qu'a dit ma mère ce jour-là m'a fait comprendre pourquoi je ne pouvais pas aller mieux, en fait. Parce que le déni était là, ancré profondément, et comme je dis dans le texte, hein, Je crois que tu personne ne peut vaincre évoques le déni. cette idée quand elle a dit mais je t'ai rien fait ou quelque chose Mm. comme ça. Ouais. Et ça, Alors, c'est poignant. pour la petite histoire, j'étais dans une colère noire, d'accord, quand elle m'a dit ça. Et donc tout ce que j'écris dans le livre, tout ce que je lui dis, je suis super en colère. J'avais pris soin, ce jour-là, d'enregistrer la conversation. Je l'ai réécouté 3 ou 4 ans après. Bah, je suis pas énervé. En tout cas, pas comme je pensais l'avoir été. C'est-à-dire que même dans une situation comme ça, l'être que j'avais fabriqué jusque-là pour tenir le coup, Mhm. j'ai pas hurlé sur ma mère. J'étais convaincu de l'avoir fait, parce que j'étais très en colère. Mais même là, même cette colère-là était contenue. Et pour moi, c'est ça la vraie catastrophe dans cette construction abîmée, en fait. C'est-à-dire que même le moment où la colère doit surgir, on a peur de sa propre colère, on fabrique autre chose pour pouvoir être le plus doux possible quand même, malgré nous. Oui, c'est toute la complexité parce que peut-être quelque part, même dans une dimension inconsciente,
c'est ta mère, il y a toutes les injonctions de la société, tout le respect que tu lui dois et toute cette forme de pouvoir qu'elle a sur toi et cette autorité qu'elle représente, peut-être même dans une dimension inconsciente, euh, il fallait, euh, il fallait garder son calme ou il fallait baisser le ton, non? Oui, non, je pense surtout que moi j'ai été construit de par les agressions que j'ai subies et toute la façon dont mon être a été fabriqué. J'ai Uh-huh. été construit avec la certitude que ma colère était dangereuse puisqu'elle partait de très très loin. Donc, Ah, tu sais, c'est être noir en France, hein, de toute façon. C'est aussi, je sais sur de la quoi question tu raciale, parles. c'est la même chose. C'est la même chose. On ne peut pas, on avance avec une cape, avec un voile, avec une armure, et certaines insultes rebondissent sur nous, sinon on ne peut pas. Pas le coup. Sinon on passe la journée à se battre ou à crier sur les gens. Donc c'est cette construction-là. C'est-à-dire que là, et tu as vu dans le livre, je dis, je ne vais pas m'attarder sur la question du fait que je sois noir parce que on rentre dans un Mhm. truc très très compliqué. Oui, C'est un exercice de style que je propose. oui, Je propose un exercice de style de parler de l'intimité en m'offrant le luxe de mettre de côté la question du fait que je sois noir. ouais, On va y revenir plus tard, c'est sûr. c'est vrai. Mais il y a de la comorbidité dans tout ça, Oui, je comprends. si je puis D, dire. je t'ai introduit en tant que D de Cabal, justement pour revenir sur l'épilogue et ta relation avec ta mère, les ponts qui ont été coupés. Euh, Tu te présentes comme D et je ne vais pas te demander de le faire, mais pourquoi te détacher du prénom qu'elle t'a donné, de cette personne que ça représente? C'est une des règles du rap, je viens du rap. Et le rap, on se prend un pseudo. Et, Mhm. euh, et euh, donc, c'est un beau cadeau, ce truc du pseudo, parce qu'on se fabrique une nouvelle identité. Et puis, le hip-hop, c'est pour les gens à la marge. Et les gens à la marge ont l'idée de se fabriquer une nouvelle identité, c'est très très plaisant. Donc ça, culturellement, c'est de là que je viens. Et ensuite, le travail a permis de faire un peu plus la paix avec ça. Je suis père de famille, mes enfants portent mon nom. Donc j'ai fait la paix avec mon nom à un endroit, avec une famille au centre de Ah, laquelle tes enfants moi je portent me ton nom trouve. de famille alors. Ouais, ouais. Mhm. Et donc voilà, c'est un parcours aussi. Donc Oui. moi j'ai mis ce nom à distance quand il le fallait, et puis le temps de reconstruire tout ça en fait. C'est comme si tu avais l'entrée de chez toi, ta porte d'entrée, mais que le reste ne te va pas. Donc tu dis, bon, on va mettre la porte d'entrée de côté, Mhm. on va tout fabriquer, puis à la fin, clac, on va la mettre. Bon, ben, effectivement, c'est par là qu'on rentre. Comment tu t'appelles? C'est ça. Davy. Aujourd'hui, je peux le dire. Comment tu t'appelles? Davy. Aujourd'hui, je peux le dire. Voilà. Voilà, l'unité dans la complexité, un parcours extraordinaire, jonché aussi de défis, de challenges. Et je suis ravi de savoir que tu es maintenant à un endroit où tu peux pardon, évoquer ces questions-là et puis tu retrouves une forme de paix, euh, finalement, comme tu l'as dit dans le livre, après l'épilogue, enfin. Là, moi, j'ajoute enfin la fin d'une honte, la fin de ta honte. Des mon frère, ça a été un plaisir de te recevoir à Referring Podcast. Bien sûr, on aura l'occasion de se Merci à toi. reparler. Je suis ravi. Et peut-être que tu peux dire aux gens de commenter s'ils veulent un épisode 2, comme ça on se le fait, hein. Exactement, voilà. Et nous, on est prêts. Et on a du contenu, C'est on a ça, beaucoup de choses à se dire. c'est clair. Allez, Dé, à Prends soin de toi, bientôt. mon frère. Merci beaucoup. Prends soin de toi Et aussi. Merci infiniment. à une prochaine fois. Merci à toi pour l'invitation encore. Ciao. D'accord, à une prochaine fois. À bientôt. Ciao. À bientôt. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de Reframing Podcast. Notre invité, Dé de Cabal, on a parlé de son livre, Ma honte, autobiographie d'un enfant violé, disponible en ligne sur Amazon ou en librairie. Voilà. Mon nom c'est Dr. Jeff Kadichon. À bientôt pour un nouvel épisode de Reframing Podcast. Reframing Podcast, c'est un podcast qui est là pour faire sensibilisation et éducation sur santé mentale dans un langage qui est facile pour comprendre. Reframing Podcast pote pour moun kap koute yo plusieurs sujets qui pourraient aider yo réfléchir sur une situation négative ou sinon difficile dans une autre perspective ou soit dans une façon qui est plus positive, ça qui ka aider yo faire penser négatif tourner opportunité pour changement à croissance. Reframing Podcast, un espace pour sensibilisation et éducation sur santé mentale.